nos travaux qui nous allons aborder pour conclure les nouveaux instruments qui pourraient être utiles à introduire au plan normatif tant au niveau national qu'international pour lutter contre les discriminations. Le principe de la non-discrimination s'enracine dans de nombreux actes fondateurs de l'Union, à partir de l'article 2 du traité de l'Union européenne. L'article 10 également du traité portant sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit une clause horizontale, une clause visant à intégrer et à comprendre la lutte contre les discriminations dans la définition et dans la mise en place de politiques communautaires. En outre, l'Union européenne peut adopter des normes et des réglementations interdisant toute discrimination fondée sur la nationalité. Le Conseil, notamment, peut définir les dispositions adoptées pour lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique ou encore la religion ou les convictions personnelles, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La portée de ces moyens de lutte contre les discriminations est complétée par l'offre de mesures de prévention et de lutte contre le racisme et la xénophobie, qui sont prévues par l'article 67 du traité portant sur le fonctionnement de l'Union européenne. Enfin, il est important de rappeler que le cadre juridique européen a été renforcé grâce à l'insertion dans le traité de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 21, que vous connaissez tous, sanctionne le droit de discrimination fondée sur le sexe, la couleur de la peau, l'origine sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion, les convictions personnelles, les opinions politiques ou de quelque autre nature, l'appartenance à une minorité nationale, le patrimoine, la naissance, le handicap, l'âge ou les tendances sexuelles. Dans le cadre juridique que je viens d'esquisser et de retenir les éléments fondamentaux, je dois dire que l'Union européenne, entre 2000 et 2014, a promulgué de nombreux textes très variés les uns par rapport aux autres. Donc l'action ne se relâche pas et il est important d'être plus à l'écoute de l'opinion publique. Dès qu'on parle de discrimination, il faut garantir un accès à la justice, lutter contre les discriminations dont sont victimes notamment les Roms. En conclusion, pour arriver à ces objectifs, il est important de favoriser l'intégration grâce à des processus culturels auxquels doivent être associés tous les États membres. Je vous remercie pour votre attention et je déclare ouverte donc la 4e session de la réunion des présidents des commissions compétentes en matière de droits fondamentaux. Nous allons entendre comme exposé introductif l'exposé de Daza Silovic, qui est présidente du Gender Network, et Marco Perolini, secrétaire du secrétariat international d'Amnesty International. Pour des raisons de santé, le directeur du bureau des initiatives Roms de l'Open Society Foundation, Zeliko Jovanovic, ne pourra pas intervenir. Après les différentes prises de parole, nous aurons le débat. Et je demande, comme nous l'avons fait précédemment, de vous inscrire. Il est important de laisser suffisamment de temps aux conférenciers pour répondre. Donc les collègues qui souhaitent prendre part au débat devront présenter des formulaires dûment remplis qu'ils trouveront dans le dossier qui leur a été remis. Je donne maintenant la parole aux conférenciers et je leur demande de ne pas, si possible, dépasser les 10 minutes de temps de parole. Madame Silovic, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement européen, je regrette vraiment de ne pas pouvoir m'exprimer en italien aujourd'hui parce que ce serait beaucoup plus facile pour moi et préférable également pour vous. Donc c'est un honneur doublé d'un vrai privilège que de pouvoir m'exprimer devant vous des droits humains. Je voudrais recourir
à la situation des femmes et de l'égalité hommes-femmes, ce qui permettra de traiter la question des libertés fondamentales et des droits humains. C'est une sorte de prétexte pour moi. La façon dont nous traitons pratiquement 50% des populations ne concerne pas les droits des minorités. C'est une question fondamentale. Comment, ou plutôt quel est le visage que nous voudrions réserver à notre société demain? Quels sont les droits, quelles sont les responsabilités, quelles sont les libertés que nous revendiquons? Donc je utilise cette question de l'égalité homme-femme, qui est un problème d'ordre social, comme une indication, en quelque sorte, de la situation des droits humains et de certains points qui pourraient servir d'instrument pour les parlements lorsqu'ils sont confrontés à cette question et qu'ils sont invités à améliorer la situation. Par ailleurs, cette question de l'égalité homme-femme se réfère tant aux individus qu'aux droits des individus et aux droits humains collectifs. Il en va de nos institutions démocratiques, de la démocratie tout court, de la justice sociale, de l'égalité des opportunités et de l'égalité des chances en quelque sorte. Ceci étant, c'est une question qui n'est pas statique parce que les droits humains et la situation des citoyens n'est pas une question qui reste figée. Il faut assurer un suivi, il faut la traiter et rester très vigilant. Car si je devais replacer la situation dans son contexte, et je crois que le dernier orateur ou les derniers conférenciers, à commencer par Madame Boldrini, Monsieur Grasso et ce matin Monsieur Alfano, tous ces conférenciers ont bien indiqué qu'il fallait situer dans son contexte cette problématique en Europe. Alors, dans quel contexte et de quel contexte parlons-nous? Lors des dernières échéances du Parlement européen, on a noté que les partis d'extrême gauche ont été gagnants, disons, de même que les partis qui prônaient le nationalisme, la xénophobie, la discrimination, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Et ce que nous voulons comme avenir pour l'Europe. Nous avons récemment connu un sursaut, mais cela n'a plus lieu d'être, semble-t-il, et nous risquons d'avoir une récession économique dans quelques temps. Donc, que faire pour traiter de la question des hommes et des femmes dans nos sociétés à la lumière de l'égalité des chances et de la justice sociale? Je voudrais utiliser l'Europe du Sud-Est comme exemple. Cette région commence simplement à s'extirper des guerres, de sortir des guerres des années 90. Je dois dire que les droits des femmes et les droits humains n'ont pas été très respectés. Il y a eu la xénophobie et puis le viol également, qui était devenu un véritable instrument de guerre. Nous n'avons pas encore entériner, disons, la résolution 1325 dans la région. Mais il y a eu des modifications au niveau constitutionnel. Il y a eu vraiment des lois positives qui ont été promulguées. Mais si vous examinez ces lois et ces constitutions, vous vous apercevrez que c'est un peu comme du gruyère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trous, beaucoup de vides. Et il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Il y a aussi la question de la violence. Donc, je sais que, par exemple, en Europe, nous savons que les femmes sont moins rémunérées que les hommes. Martin Schulz a d'ailleurs intégré cette question dans son programme parlementaire. Si vous examinez les actes de violence à l'encontre des femmes, eh bien, sur les 47 pays d'Europe, de la Convention d'Istanbul, encouragée par le Conseil de l'Europe, 36 pays seulement ont signé ce texte
et 14, y compris l'Italie, ont ratifié cette convention d'Istanbul. Pour la région, c'était l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie. On pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles les autres pays de la région n'ont pas ratifié cette convention. Et puis, il y a cette question de la violence qui, par défaut, est considérée comme une question liée à la violence dans la famille. Non, ce n'est pas tellement une question d'ordre idéologique ou d'ordre séculier. Et puis, il y a également cette question de la violence contre les enfants. C'est une question qui est une question de violence contre l'individu, quel que soit cet individu, femme, enfant, etc. Il y a la question également du droit à la reproduction. Si vous examinez les dispositions juridiques et les différentes constitutions, vous verrez qu'il y a ce test, ce banc d'essai. On peut voir ainsi où se trouve la société. Mais il faut prendre en compte d'autres problèmes. Il y a par exemple la mise en conformité de l'état séculier dans la Constitution, par exemple. Eh bien, cela se retrouve dans les pays de la région, dans une langue ou dans une autre. Très souvent, nous avons affaire à des actes de violation flagrante de la Constitution, que ce soit de la part des autorités ecclésiales ou du pouvoir exécutif. Récemment, nous avons eu une affaire où les services fiscaux ont estimé qu'un donneur ne pouvait pas être exonéré de la redevance fiscale, alors que c'était la loi, parce qu'il contribuait à un centre des études familiales qui prônait la reproduction assistée. Et le gouvernement, fort heureusement, a débouté le plaignant. Donc, c'est important de voir ce qui peut se passer, les solutions que l'on peut apporter. On a beaucoup parlé également de migrants, de migration, d'immigration et de la question brûlante que cela représente en Europe. Mais je crois que l'on a parlé une seule fois de trafic des êtres humains, eh bien, ou de traite, pardon, d'êtres humains, depuis que nous nous en occupons. Nous avons fait échec à cette question de traite, oui. Mais je voudrais dire toute mon admiration au gouvernement italien qui n'a pas hésité à soulever cette question, à en parler en Europe et même de façon très globale. Je voudrais également dire que la question de la migration et de l'immigration en Europe du Sud-Est depuis ces 20 dernières années a été assimilée à celle des réfugiés, d'un côté comme d'un autre, d'un pays à l'autre. Mais si vous examinez les choses sous un autre angle, la reproduction de la population active, de la main-d'œuvre, compte tenu du taux de natalité, compte tenu également de la fuite des cerveaux, nous pouvons dire que ces phénomènes vont entraîner beaucoup de problèmes lorsque l'on parlera, on aura à traiter la question de l'immigration. Je crois que pour l'instant, on ne comprend pas très bien tous les tenants et les aboutissants. Et je me demande si les gouvernements ne vont pas enfin commencer à s'attaquer à ce problème. Donc, le problème, c'est de pallier aux carences dans les constitutions et les lois, de prendre en compte la problématique homme-femme dans les différentes constitutions, que ce soit directement ou indirectement. Soit on parle d'égalité des chances, donc, ou soit on parle de santé, de lois régissant la santé, le monde du travail, l'emploi, etc. Et il faut également accompagner tout cela de dispositions budgétaires. Parce que si on n'arrive pas à mettre en conformité les textes de loi, à quoi servent-ils? Il faut donc que cela se traduise dans la réalité. Je parle également de la violence à l'encontre des femmes. Nous savons que les responsables du bien-être des services sociaux sont mal équipés pour appliquer les textes. Il y a des mesures positives quand même qui ont été prises. Je prends l'exemple des États-Unis ou des Nations Unies où j'ai passé pratiquement 20 ans de ma vie. Un programme a été mis en place sur la violence contre les femmes, la problématique homme-femme. Ça a été une condition préalable à respecter pour les contrats. Personne ne peut aller sur le terrain sans passer ce test. Donc vous voyez que les choses évoluent.
Et j'aimerais vraiment que ces textes soient appliqués, et j'en ai pratiquement terminé, au niveau de l'Union européenne. J'aimerais aussi que cette idée soit introduite pour les fonctionnaires de l'Union européenne, pour les consultants qui arrivent dans notre région et qui doivent donner des conseils à tel ou tel responsable. Il faut que ces personnes soient sensibles à cette question des droits de l'homme, à la question de l'égalité des chances en amont, parce que cela sera beaucoup plus coûteux de parler de toutes ces questions, de les traiter après, une fois que le problème aura éclaté, au lieu d'avoir une action préventive. On a mentionné également le problème d'une non prise en compte de la question des droits humains aux Nations Unies. Vous savez qu'on en parle beaucoup, mais finalement, ce ne sont que des mots. Donc, l'heure n'est plus à rester les bras croisés. Il ne faut plus se satisfaire de la situation actuelle. L'Europe est faite de citoyens européens. Nous avons entendu d'excellents exposés le premier jour, notamment sur les droits fondamentaux, sur ce qu'a réalisé l'Europe. Mais très franchement, comme M. Martin Guerreau l'a dit, Madame Martine Guerreau l'a dit, il faut voir ce que font les institutions, ce qu'elles cherchent comme objectif. Et puis il y a une toute dernière question, j'espère ne pas avoir dépassé les limites de temps de parole. Je veux parler de l'effet de levier. Il ne faut plus se reposer sur ses lauriers. Il est important donc que l'Union européenne agisse. Je me rappelle ce qui a été dit par notre collègue turc, M. Radin de la Croatie. Il faut dire que le leader du parti a bien indiqué qu'on ne pouvait plus exercer de pression sur la minorité pour faire respecter les droits de la minorité. Donc il est important de se poser toutes ces questions. Les parlements jouent un rôle clé pour faire pression. Je vous remercie de votre attention. Grazie Presidente, molte grazie. Je vous remercie, Madame. Je voudrais maintenant donner la parole à Marco Perolini du secrétariat international d'Amnesty International. Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les députés, les sénateurs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité à cette réunion à laquelle je parlerai des instruments juridiques qui existent à l'échelle de l'Union européenne et des nouveaux instruments juridiques que l'Union européenne devrait adopter et mettre en pratique pour lutter contre toutes les formes de discrimination. En 2012, l'Union européenne a obtenu le prix Nobel pour la paix, y compris pour la promotion des droits de l'homme, qui devrait continuer d'être un élément fondamental des politiques européennes. Et en effet, à partir des années 70, l'Union européenne a adopté des instruments importants de lutte contre la discrimination entre les hommes et les femmes. Et en 2000, elle a adopté 2 directives fondamentales. Et en 2008, un instrument de droit pénal pour lutter contre le racisme et la xénophobie. En dépit de tout cela, nous constatons encore aujourd'hui une stagnation par rapport au rôle que l'Union européenne devrait jouer à l'échelle régionale pour promouvoir la lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Nous espérons que la nouvelle Commission et le nouveau Parlement européen pourront contribuer à donner un nouvel élan aux politiques européennes dans ces domaines. Dans ma présentation, je parlerai en particulier de 2 domaines, les crimes de haine et la lutte contre toutes les discriminations dans les domaines autres que le travail et l'emploi. Je me concentrerai sur le fait qu'il est nécessaire que l'Union européenne mette en œuvre de nouveaux instruments juridiques, mais qu'il est tout aussi nécessaire que les instruments juridiques existants soient mis en œuvre de manière satisfaisante et surtout que l'Union européenne mette au point une stratégie interne pour promouvoir les droits humains à l'intérieur de son territoire.
Par rapport au premier thème que j'ai mentionné, les crimes de haine, comme je l'ai dit, il existe des instruments juridiques, dont le plus important, celui de 2008, la décision cadre pour lutter contre le racisme et la xénophobie. En dépit de cet instrument, malgré son existence, cet instrument est limité parce qu'il s'occupe uniquement de violences fondées sur la xénophobie et le racisme et ne protège pas contre la violence sur d'autres caractéristiques protégées telles que l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Un autre problème de cet instrument, c'est qu'il n'intègre aucune ligne directrice concernant la manière dont les crimes doivent être aujourd'hui investigués et poursuivis. L'un des problèmes principaux par rapport aux crimes d'aujourd'hui est de savoir comment les autorités, donc les autorités policières et les autorités judiciaires, doivent investiguer les motivations discriminatoires qui sous-tendent ces actes. Il existe encore aujourd'hui de nombreuses lacunes sur la manière dont cette motivation de haine est investiguée. Au niveau de l'Union européenne, il existe également un autre instrument qui concerne les droits des victimes. Instrument, mais il n'est pas clair comment cet instrument peut être mis en œuvre de façon à prendre en compte les droits et les exigences particuliers des victimes des crimes de haine. Pour vous donner quelques exemples, Michelle est une transsexuelle qui en 2012 a été agressée en Italie à Catane. Elle a été agressée parce que ses agresseurs ont compris qu'il s'agissait d'un transsexuel. Bien qu'ayant été agressée parce que transsexuel au cours des enquêtes préliminaires et du procès, cette forme de violence n'a pas... On a vu que cette forme de violence n'était pas prise en compte par la législation en vigueur en Italie. Le fils de Christine en Bulgarie a été tué en 2008 par un groupe de skinheads dans un parc à Sofia. Et bien que les agresseurs aient été arrêtés et poursuivis, la motivation homophobe qui s'est dégagée clairement dans cette affaire n'a pas pu être prise en compte parce qu'il n'existe pas en Bulgarie une disposition qui permette de le faire. Nous pensons donc que, au niveau de l'Union européenne, il faut que l'Union européenne ait un rôle à jouer pour que ces lacunes juridiques n'existent pas dans ses États membres. Il faut donc que l'Union européenne revoie la décision cadre de 2008 concernant le racisme et la xénophobie, car elle n'intègre pas un certain nombre de caractéristiques protégées telles que l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Le deuxième domaine dont je voudrais vous parler brièvement concerne la lutte contre tous les types de discrimination. Comme je l'ai dit, il existe divers instruments très importants qui ont été adoptés par l'Union européenne, mais le problème est que ces instruments sont limités en ce sens qu'ils ne protègent pas contre toutes les formes de discrimination. Dans le domaine du travail, par exemple, ces instruments ne protègent pas contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, les croyances, l'âge ou l'handicap. Dans le domaine du travail et de l'emploi, les instruments existants ne protègent pas contre la discrimination fondée sur l'identité de genre. Mis à part ces lacunes graves et évidentes, il existe également des problèmes pour ce qui concerne la manière dont les instruments en vigueur sont mis en œuvre.
Une des directives de l'an 2000 concerne la discrimination dans tous les domaines en fonction de la race et de l'ethnie. Bien que cette directive existe, elle a été adoptée en 2000. La discrimination contre, par exemple, les minorités ethniques, y compris les Roms, continue dans divers États membres tels que la République tchèque, l'Italie, mais également la France et la Roumanie. À ne pas être protégés pour l'accès, par exemple, aux services de santé, à l'éducation. Il n'est pas seulement important donc d'adopter de nouveaux instruments juridiques pour lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris celles qui ne sont pas actuellement protégées, mais il est également nécessaire de mettre en œuvre de manière efficace et performante les instruments qui existent déjà. Ceci signifie également lancer des procédures d'infraction contre les pays qui continuent de discriminer les Roms dans les domaines que je viens de mentionner. Pour conclure, il y a 4 domaines principaux dans lesquels nous pensons que l'Union européenne doit intervenir pour lutter de manière efficace contre toutes les formes de discrimination. Le premier domaine correspond à ce qui manque le plus au niveau de l'Union européenne, à savoir une stratégie cohérente de lutte contre les discriminations et de garantie du respect des droits humains. Donc, la lutte contre les discriminations devrait de manière générale être l'un des domaines principaux de toutes les politiques européennes qui s'occupent d'affaires intérieures et de justice. Le deuxième secteur important est la révision de la décision cadre de 2008. Il est donc nécessaire de faire en sorte que cette décision cadre couvre des caractéristiques protégées telles que l'orientation sexuelle et l'identité de genre, mais également le handicap, les discriminations liées à l'âge et autres. Cet instrument doit être revu et que d'autres instruments soient adoptés pour que dans les États membres, les discriminations liées à ces crimes de haine soient objet d'investigation et de poursuites judiciaires. Le troisième domaine a trait à l'adoption d'une nouvelle directive pour lutter contre toutes les formes de discrimination. La Commission européenne a adopté en 2008, il y a donc plus de 6 ans, une proposition à ce sujet. Et cette proposition est encore en discussion au niveau des pays membres. Il est donc nécessaire que cette proposition soit enfin adoptée par les États membres pour faire en sorte que les lacunes dont j'ai parlé soient comblées. Le quatrième domaine a trait à la mise en application des normes existantes pour ce qui est de la discrimination fondée sur la race et l'ethnie. Il faut que la Commission européenne continue de faire en sorte qu'il y ait une surveillance efficace de ces normes et que les procédures d'infraction soient lancées contre les États qui continuent de discriminer les minorités ethniques telles que les Roms dans des domaines qui sont protégés justement par la directive de l'an 2000 en matière de lutte contre les discriminations fondées sur la race et l'ethnie. Nous pensons donc que l'adoption de ces instruments et la mise en pratique des instruments existants sont nécessaires pour que l'Union européenne puisse continuer de jouer un rôle catalyseur dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Je remercie les conférenciers de leur réflexion
approfondie. Nous allons maintenant ouvrir le débat. Nous avons 4 personnes inscrites à intervenir. Je vous propose de donner la parole à chaque collègue pour une durée de 4 minutes maximum pour permettre par la suite aux conférenciers de répondre en l'espace de 6 minutes. Alors, Turmen, Turquie. Risa Turmen. Monsieur le Président, lorsque nous parlons de discrimination, il faudrait quand même savoir que nous parlons de relations hégémoniques. Nous parlons de la domination d'un groupe ethnique sur un autre groupe ethnique. Nous parlons de la domination d'un groupe religieux sur un autre groupe religieux. Nous parlons de la domination des hommes sur les femmes, de la domination des hétérosexuels contre les LGBT. Donc, nous devons en finir avec ce type d'hégémonie, car sinon il y aura toujours de la discrimination. Ça, c'est un point essentiel. Et puis, à mon avis, l'instrument le plus efficace, c'est l'éducation. Il nous faut apprendre à enseigner dans notre système éducatif. Il nous faut apprendre aux jeunes que quel que soit leur sexe, leur origine ethnique, quelle que soit leur culture, tous les hommes et les femmes sont égaux. Ça, c'est très, très important. Et puis, j'aimerais également revenir sur une forme très particulière de discrimination, une forme un peu plus subtile. Je veux parler de la discrimination indirecte, que l'on peut définir comme étant une politique ou une pratique qui suscite un désavantage considérable pour un groupe de personnes sans avoir eu l'intention de faire une discrimination à leur encontre. Je crois que cette définition a été un peu peaufinée, puisque maintenant on dit qu'on ne englobe pas les formes formelles, mais des pratiques informelles également. Ce type de discrimination indirecte est particulièrement à prendre en considération lorsqu'on parle de discrimination envers les femmes. Parce que certaines législations visent des conditions qui pourraient être également valables pour les hommes. Mais étant donné qu'il y a moins de femmes qui pourraient être visées par rapport aux hommes, on a affaire à une discrimination indirecte. Et cela ne peut pas être justifié. On ne peut pas avoir un comportement différent en fonction du sexe de la personne, parce que là, il y a discrimination indirecte. Un autre exemple excellent de discrimination indirecte, c'est le cas d'une affaire qui a été portée devant la Cour européenne de justice en 2007, DNH et autres contre la République tchèque. Les enfants d'origine rome ont été envoyés dans des écoles spéciales et la Cour a décidé, dans ce cas-ci, que les traitements différents n'étaient pas justifiés. Les traitements réservés aux enfants roms et les enfants non roms, en vertu de l'article 14 de la Convention. Lorsque l'on cherche à combattre la discrimination, je pense, Monsieur le Président, que l'Union européenne devrait lancer un appel tant aux pays membres qu'aux pays candidats pour qu'ils adhèrent au protocole 12 de la Convention des droits humains, parce que cela permettra de renforcer la capacité à lutter de façon efficace contre la discrimination. Parce que le protocole 12 autorise la Cour européenne des droits humains, autorise la Cour à examiner à la loupe la législation nationale des différents États. Et il est regrettable qu'à ce jour, très peu d'États sont devenus parties à ce protocole.
Bien entendu, les législations nationales de tous les États partis au protocole devront être réexaminées sous l'angle de la discrimination par la Cour européenne des droits humains. Et je crois que ce sera très important pour lutter de façon efficace contre la discrimination. Merci. Je vais donner maintenant la parole à Deborah Schembri de Malte. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La discrimination est arbitraire. Parfois, nous oublions d'ailleurs à quel point elle peut être arbitraire. Si nous examinons la personne avec ses droits fondamentaux, ce sont des personnes qui ont des droits parce que ce sont des êtres humains, point, barre. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment des discriminations arbitraires. On pourrait avoir une discrimination envers ceux qui ont les yeux bleus, qui sont blonds, de même qu'il y a discrimination à l'encontre des transgenres ou bien des LGBT ou encore des hommes par rapport aux femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'esprit sectaire et les distinctions que nous opérons obéissent à l'arbitraire. Donc, les personnes qui sont des LGBT, des femmes, ont des droits et ne devraient pas être victimes de discrimination. Nous ne mettons pas un coup de projecteur sur les LGBT ou sur les femmes. Personne ne demande un éclairage plus important que les autres. Nous demandons tout simplement que ces personnes se voient reconnaître leurs droits humains. Dès que nous aurons vu à quel point c'est fondamental, basique même, eh bien, nous pourrons alors avancer sans que les gouvernements nous posent tant d'entraves. Et puis, il y a un point sur lequel je rejoins tout à fait l'orateur précédent. Je crois que l'un des outils les plus efficaces à notre disposition, c'est celui de l'éducation. Lorsque je parle d'éducation, je ne pense pas simplement à ce que nous disons, les mots que nous proférons. Je pense aux ouvrages, aux manuels scolaires, parce qu'il y a beaucoup de distinctions liées à la problématique homme-femme. Il y a des stéréotypes qui sont relayés dans les manuels scolaires. Donc il faut examiner le matériel didactique parce qu'automatiquement, même si nous ne le disons pas ouvertement, nous donnons l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas, parce qu'il y a un hiatus entre ce que nous disons et ce qui est enseigné dans les livres. Je crois aussi qu'il y a d'autres formes de discrimination lorsque l'on parle de nouveaux phénomènes. Parfois, nous parlons de femmes, de LGBT. Il y a des discriminations aussi contre les formes traditionnelles de la famille par rapport aux nouvelles formes traditionnelles, aux nouvelles formes aux nouvelles modalités de famille, même dans nos établissements scolaires. Parfois, nous avons toujours la journée de la mère, la fête des mères, la fête des pères, etc. Or, il y a des enfants qui sont coupés de ce circuit parce qu'ils n'ont pas de mère ou pas de père traditionnel, disons. Donc, il faut prendre en compte ces journées officielles qui sont célébrées. Et puis, il faut rappeler que nous vivons à une époque où les familles sont mélangées, que nous avons un nouveau modèle de famille, de façon à éviter ces discriminations dans le système éducatif. Et puis, il nous faut aussi décider des lois fondamentales, par exemple, dans notre Constitution. À Malte, depuis quelques années, nous avons adhéré à la partie non-discrimination, au volet non-discrimination de la Constitution, à l'encontre des personnes qui ont une orientation sexuelle différente des LGBT. Je dois dire que nous sommes pratiquement le seul membre de l'Union européenne qui ait ajouté le volet non-discrimination concernant le genre dans sa Constitution. Et je crois que d'autres pays devraient nous imiter prochainement. Nous avons aussi modifié le droit criminel. Nous avons entendu des personnes nous parler des difficultés que ces personnes rencontrent parce qu'il n'y a pas des dispositions dans ce sens. Or, nous avons modifié les choses, nous avons amélioré nos dispositions. Il y a par exemple une législation concernant les syndicats.
de façon à ce qu'il n'y ait pas de discrimination dans les confédérations syndicales contre les LGBT. Nous avons donc mis en place des lois qui ont force d'efficacité. Nous avons une législation, par exemple, qui indique que les transgenres peuvent parfaitement voir leur carte d'identité modifiée en conséquence. Et avant, ils n'avaient pas le droit de se marier. Eh bien, nous avons modifié la situation, là encore. Donc, comme je le disais, il ne suffit pas d'avoir des lois sur le papier, il faut qu'elles soient mises en pratique. Et puis, il n'y a pas que l'éducation, il n'y a pas que la législation. Nous devons améliorer l'environnement, les conditions qui sont porteuses favorables à l'intégration. Si vous avez un enfant transgenre, une personne transgenre, dans quelle section va-t-il faire ses études et dans quelle salle de bain va-t-il se rendre? Parce qu'il risque d'être victime de discrimination tant pour la part des garçons que des filles. Eh bien maintenant, dans certaines universités, il y a des WC unisexes. Nous avons aussi certaines réglementations dans les établissements universitaires où vous pouvez choisir votre nom, votre prénom, au lieu de recopier simplement le prénom qui figure sur votre certificat de naissance. Donc il faut quand même faire preuve d'esprit novateur pour lutter contre la discrimination. Et je pense aussi qu'avant tout, et là je termine sur cette note, nous avons besoin de volonté politique. Parce qu'un bon nombre des entraves, des difficultés ne sont pas liées au financement, aux difficultés monétaires. Nous n'avons pas besoin de grands changements. Nous avons besoin de faire évoluer les mentalités. Nous devons faire avancer ce dossier en pensant que ce sont des droits fondamentaux qui ne sont pas exceptionnels, mais qui sont tout à fait normaux. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Ahmet İmmaya de la Turquie. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si on me demandait est-ce que la discrimination existe, je répondrai oui. Kanunu tartışıyoruz. We are now discussing Nous parlons d'un domaine pathologique sur le plan social, et ce, au niveau de la planète. Nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, bölge, ırk, ideoloji veya din farkından kaynaklanırsa kaynaklansın, ayrımcılığın savunulabilir bir gramlık yeri yok. whatever it Quelles qu'en soient les raisons ou les motivations, géographie, race ou même religion, il n'y a pas de moyen de défendre ces discriminations. La discrimination veut dire lutter contre la stabilité mondiale, la culture mondiale et l'humanité tout entière. Ayrımcılığı anayasacılığın ve insan haklarının bir sapması olarak görürüm. Je considère donc la discrimination comme une distorsion des dispositions de la Constitution et du système juridique. Nous devrions considérer la discrimination politique comme un élément complémentaire d'autres libertés et d'autres droits fondamentaux. Nous parlons ici d'une question très problématique. Et même les informations que nous pouvons trouver dans les encyclopédies ne nous viennent pas en aide.
etmek istiyorum. I would like to Je voudrais attirer votre attention sur une question particulièrement. Il est impossible de comprendre la discrimination d'interface, disons. C'est difficile à comprendre. Je ne suis pas en mesure de mettre en question le cadre juridique qui est élaboré par des experts. Toutefois, je voudrais souligner les progrès réalisés par l'Europe en dépit de toutes les difficultés. J'espère que mes collègues italiens ont pu profiter de l'ouvrage écrit par Gaetano. Les Ottomans ont été confrontés à une explosion intellectuelle au début du XXe siècle. Et dans ce sens, je voudrais commémorer Edward Said pour sa contribution contemporaine actuelle à cette question. Je pense que l'humanité a besoin plus que jamais de tolérance, d'amour et d'intérêt pour la culture. Nous devons promouvoir la prise de conscience. Et nous devons former nos étudiants en leur enseignant que la discrimination équivaut à tuer une personne. Je voudrais qu'il y ait une prise de conscience humanitaire à ce niveau. Nous avons un seul territoire qui est la planète. Et nous avons une langue qui est la langue du cœur. Et nous avons une seule ontologie qui est l'être humain et ses droits. Et je me demande si l'humanité peut atteindre un certain niveau de paix et de tranquillité. C'est une question très importante, d'après nous. Nous reconnaissons le pouvoir de la similitude. Ceci sous-tend toutes les questions qui sont encore en suspens. Je voudrais donc présenter les salutations de la commission que je représente. Merci. Merci, Sergio Lo Giudice, Italie. Vorrei partire da una considerazione. Je voudrais partir d'une considération. Il y a de nombreuses manières plus ou moins efficaces de contrecarrer les discriminations, mais toute forme d'action, tout type d'intervention ne peut que partir d'un présupposé, d'un préalable, identifier une situation de discrimination. C'est là l'un des principaux obstacles, à mon sens, dans la lutte contre les discriminations,
liées à des situations non consolidées dans la culture des divers pays au fil de l'histoire. Je prends l'exemple des Roms et des Sinti. La perception la perception de la situation des Roms et des Sinti n'est pas toujours celle d'une discrimination. Il y en a de même pour l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Trop souvent, en dépit des indications de l'Union européenne, en dépit de la directive de l'an 2000, en dépit des résolutions du Parlement européen qui ont assimilé l'homophobie à la xénophobie, à l'antisémitisme, souvent, disais-je, dans la culture d'un pays, mais encore plus souvent, à l'intérieur de la classe politique d'un pays, à considérer cette discrimination comme une situation, à percevoir cette situation comme une situation de discrimination. Dans mon pays, par exemple, une loi sur l'homophobie et la transphobie n'a pas été approuvée parce que l'on estime qu'il n'y a pas de discrimination contre les LBGT et l'on pense qu'une loi contre l'homophobie et la transphobie serait une limitation inappropriée et motivée du principe de la liberté d'expression. Donc, si l'objet de la discrimination n'est pas bien centré, il est difficile de mettre en œuvre des mesures pour lutter contre cette forme de discrimination. Le fait est qu'une action plus incisive, plus percutante des institutions européennes nous viendrait en aide. Et je voudrais rappeler le retard avec lequel la directive horizontale de lutte contre les discriminations hors du monde du travail et qui va au-delà de la directive 43 de l'an 2000 qui concerne les discriminations autres que celles dans le domaine de l'emploi et qui ne concerne que les discriminations basées sur la race et l'origine ethnique, mais elle étend la directive de l'an 2000 qui intervient, la directive de l'an 2000 élargit les domaines de discrimination, mais non pas de manière suffisante. Donc, il faut mettre en place des dispositions, mais également des outils opérationnels. Si la directive de l'an 2000 a permis aux pays membres de l'Union européenne de se doter d'un organisme indépendant de lutte contre les discriminations fondées sur la race et l'origine ethnique, il n'existe pas d'obligation motivée par une directive européenne pour les États membres de se doter d'un instrument similaire de lutte contre les discriminations dans les autres domaines prévus par la directive 78, à savoir l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la religion, l'âge, le handicap. Je termine par une remarque. Il existe un problème majeur de discrimination institutionnelle et politique. Le 17 mai de cette année, Journée internationale contre l'homophobie, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne a publié les données d'un sondage très intéressant sur 93 000 interviewés qui indiquait entre autres que dans de nombreux pays européens, le thème de la discrimination par les politiques, donc dans le langage politique également, était très ressenti. Il est important que les pays membres demandent aux institutions européennes d'adopter une directive horizontale. Il est également tout aussi important que dans chacun des États membres, une réflexion soit menée sur les dispositions à approuver, mais également sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer le respect des droits fondamentaux de toute la population de l'Union européenne. Merci. Je donnerai maintenant la parole aux conférenciers pour qu'ils puissent réagir aux diverses interventions qui ont été faites. Oui, merci. En fait, je souscris à ce qui a été dit par M. Turmen. Hier, on a évoqué la question des sanctions, des pressions exercées. Vous avez tout à fait raison. Il s'agit d'une question de relations
hégémonique. Et c'est justement notre, le poids, disons, qui nous fait tomber vers le bas, parce que vous avez d'un côté cette famille traditionnelle, l'idéologie patriarchique, et puis il faut prendre en compte l'évolution de la société qui est très lente pour ce qui est du système éducatif. Déjà en Croatie, récemment, le gouvernement avait essayé d'introduire des programmes d'éducation scolaire. On parlait de droits sexuels, de diversité, et je dois dire que nous avons rencontré une opposition véhémente de la part de l'Église. Il a fallu trouver des solutions de compromis, et nous le déplorons. Il y a une autre question concernant la discrimination non intentionnelle. C'est exactement ce à quoi je faisais allusion lorsque je parlais de la problématique homme-femme, de l'égalité des chances dans les différentes lois qui sont promulguées par le Parlement. C'est-à-dire qu'une loi ne remplace pas l'autre, mais je dois dire que l'assise même de notre société évolue. Il faudrait que cela transparaisse dans notre législation. Je voudrais revenir également sur le respect de certains textes, surtout pour les pays candidats. Vous avez l'exemple de CDH-FINCI. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il s'agissait d'un accord dans lequel on spécifiait, c'est-à-dire dans la constitution de Bosnie-Herzégovine, il est dit que seuls les Serbes et les Croates d'ethnie bosniaque peuvent être élus comme membres. Sedic, qui est Rome, et Finci, qui est juif, ont décidé de se rendre devant la Cour des droits de l'homme. Ils ont porté plainte en 2006. Un arrêt a été rendu. En 2011, la Bosnie-Herzégovine a commencé ou souhaitait commencer à modifier sa constitution. En conséquence, je me trouvais il y a 2 semaines à Sarajevo et je me suis aperçu que rien ne s'est passé en fait. Si nous voyons les résultats des élections de dimanche, vous verrez que rien n'a changé. Je dois vous dire que vous vous sentez peut-être un peu vengé à Malte. Nous venons d'entendre que l'Église catholique aborde cette question maintenant. Eh bien, vous êtes en partie responsable de cette évolution. Il y a un vide, c'est incontestable. Pensez à ce qui se passe en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie. Il y a cet écart, ce fossé entre ce que nous disions être critères d'accession, d'adhésion et tout le reste. Alors, il n'y a pas d'accompagnement par des actions, des mesures de type sociétal. Nous n'avons pas vraiment une situation qui correspond à la carte de l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Pensez à l'aide à la reproduction. Nous n'avons pas encore obtenu gain de cause au niveau de la culture. Et puis je voudrais féliciter également le Parlement italien, tout ce qui a été dit à propos de la déclaration sur l'Internet. Je crois qu'il faudrait revoir les choses à la lumière de ce débat et de la problématique du genre, parce que la question est de faire avancer les textes. La minorité rome. Vous savez, j'ai actionné un réseau dans lequel nous organisons des réunions de parlementaires sur cette question. Et nous avons constaté que la discrimination à l'encontre de minorités ethniques, nationales ou autres, ou de minorités religieuses, se situe à 3 niveaux différents. Les femmes roms. Bon, je vais prendre les femmes roms comme exemple, mais on observe cela également dans d'autres groupes, avec des environnements différents et des degrés d'intensité différents aussi. Les femmes roms font l'objet de discrimination dans la société. Elles font l'objet de discrimination en tant que minorité, parce qu'elles appartiennent à une minorité, et elles font l'objet de discrimination au sein même de cette minorité. Donc elles sont victimes de discrimination, de 3 types de discrimination.
Il faut donc mobiliser une action concertée et je voudrais vraiment vous remercier d'avoir soulevé cette question pendant ces 2 journées de travail, parce que j'imagine que nous allons rentrer chez nous beaucoup plus riches. Il y a des initiatives qui sont très louables et que j'essaierai de faire passer. Merci. Je vous remercie. Vous vouliez intervenir? Oui, merci. J'aimerais revenir sur ce qui a été dit par certaines personnes. D'aucuns ont dit qu'il y a un hiatus entre le discours politique et la pratique. Donc, des instruments juridiques sont discutés, débattus, et souvent on pense que l'adoption d'un instrument qui lutte contre la discrimination ou d'autres minorités ou des minorités représente des droits supplémentaires accordés à ces minorités. Non, c'est très dangereux de penser cela. Dans plusieurs pays européens, c'est un message qui est véhiculé. Alors, par exemple, on utilise ces arguments pour restreindre le mariage à une union simplement entre un homme et une femme. Donc, il s'agit là de discours négatifs par rapport à la promotion des droits humains. Et je pense que les hommes politiques, les parlementaires et les gouvernements ont une énorme responsabilité. On a évoqué la question des instruments juridiques. Il faut effectivement les adopter, ces instruments. Mais en réalité, il existe beaucoup de mécanismes préventifs qui devraient être actionnés et promus par les gouvernements et les parlements. Par exemple, en tant que parlementaire, en tant que membre d'un gouvernement, on devrait faire avancer le débat sur les droits humains. Alors, certes, l'adoption de nouveaux instruments ou de nouvelles politiques ne se concrétise pas par manque de volonté politique. Et tout cela a été réitéré lorsque l'on avait proposé une nouvelle directive européenne. Moi, au Sénat, je l'avais fait en 2008. Eh bien, ce texte n'a toujours pas été adopté à l'échelon européen par les États membres. Parfois, les parlements jouent un rôle de catalyseur. Le Parlement européen, par exemple, a eu ce rôle lorsqu'il a été question d'avoir un nouveau instrument législatif. Mais le problème réside dans les compétences limitées assignées au Parlement européen en matière de discrimination. Par exemple, dans le cadre de l'adoption de cette nouvelle directive, le Parlement européen n'a pas la même compétence que les États membres pour ce qui est de l'adoption d'autres mesures législatives. Donc cela pose problème parce que cela voudrait dire que les États européens doivent adopter cet instrument à l'unanimité. Et je pense aussi que c'est un fait positif que le nouveau président de la Commission ait mentionné qu'il faut débloquer la situation et qu'il faut donc adopter la directive, cette nouvelle directive, même si il y a un certain flou qui subsiste quant à la façon dont on pourra débloquer la situation après 6 ans de discussion au sein du Conseil. On ne sait pas encore comment cette nouvelle commissaire pourra débloquer la situation et commencer la discussion de ce nouvel instrument législatif. De même, je crois que le représentant de la Turquie a parlé de la sentence de l'arrêt AK contre la République tchèque. Eh bien, je crois... AH, pardon, de la République contre la République tchèque, DNH. Et je crois que au sein du Conseil de l'Europe, il y a des mécanismes qui ont été adoptés, notamment la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination envers les femmes. Mais le problème reste toujours le même, c'est la mise en application
de ces textes. Donc il y avait ce dossier DNH contre la République tchèque. Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres arrêts qui ont été prononcés sur cette question. Il y a également l'accès des enfants roms à l'éducation. La Cour européenne a soutenu que le traitement réservé en Hongrie, en Croatie, en Grèce ou en République tchèque, ces traitements restent discriminatoires. Donc, en fait, le problème reste entier et l'on n'a pas fait beaucoup de progrès. Et puis il y a le débat plus général qui concerne l'entrée de l'Union européenne, ou plutôt l'adhésion à la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits fondamentaux. Nous ne savons pas encore quelles seront les modalités d'adhésion et comme je l'ai déjà dit dans mon exposé, l'Union européenne a un rôle décisif à jouer dans la mise en application des instruments existants qui s'emploient à lutter contre la discrimination. La Cour européenne des droits humains a, elle, décelé une violation de la Convention. Donc, pour ce qui est de l'affaire DH contre la République tchèque, il faut que la Commission lance cette procédure d'infraction à l'encontre des pays qui n'ont pas transposé la directive de 2000 concernant la discrimination à l'encontre des personnes, des minorités. Je parle de minorités en général. Et je pense que c'est une évolution récente, puisqu'il y a ouverture de la procédure d'infraction à l'encontre de la République tchèque, pour cette question qui est vraiment primordiale pour nous. Nous avons également parlé de l'accès des enfants roms à l'éducation en République tchèque, mais également dans d'autres pays. Finalement, l'Union européenne a lancé cette procédure d'infraction contre la République tchèque, mais je pense que parallèlement, la Commission devrait rester très résolue quant à la situation qui persiste dans certains États membres. Et puis, comme j'ai eu l'occasion également de le rappeler pendant mon intervention, il est essentiel que l'Europe réfléchisse à la façon dont on pourrait appliquer les instruments existants et les nouveaux instruments qui seront constitués de façon à promouvoir de façon cohérente les droits humains. Pour l'instant, cette stratégie n'existe pas. Il n'y a pas de stratégie globale à même de faire respecter les droits humains dans l'espace européen. Je vous remercie, chers collègues. Eh bien, nous avons clos cette quatrième session et nous pouvons donc conclure cette conférence des présidents des commissions compétentes en matière de droits fondamentaux. Je remercie tous les intervenants pour leur contribution précieuse. Je remercie également tous les collègues pour leur participation active au débat. Nous avons donc eu 2 journées de travail très intenses, très intéressantes également, qui nous ont permis à tout un chacun un dialogue sur les idées au cœur de l'Europe, qui constitue le patrimoine commun de nos peuples, garantir la protection des droits fondamentaux au milieu d'une crise économique et sociale, face aux pressions migratoires croissantes, face aux dangers menaçant la sécurité qui pourraient déboucher sur une limitation inopinée des libertés civiles, la protection des droits fondamentaux, dans l'utilisation des technologies de la toile, l'élimination de toute forme de discrimination. Voilà quels sont les défis qui, en tant qu'État membre, en tant qu'État participant à ce colloque de l'Union européenne, donc tous ces pays doivent affronter ces problèmes dans un parcours commun. Nous avons terminé donc les travaux de notre conférence et j'invite nos collègues parlementaires à bien vouloir se rassembler pour la photo de groupe traditionnel sur les escaliers.
pour accéder à cette salle. Ensuite, vous pourrez trouver les huissiers qui vous indiqueront où se trouvera le déjeuner de travail. Après ce repas, nous avons prévu une visite guidée du palais Montecitorio, tant en français qu'en anglais. Et je vous souhaite, pour terminer, un bon retour chez vous, dans vos pays respectifs, en attendant de vous retrouver pour des rencontres ultérieures.